Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Dernière parution. Mathieu Braun, crise sanitaire et psychiatrie. La psychothérapie institutionnelle comme dispositif de traversée, 2022. Denis et Michael Fellu, la thérapie systémique individuelle et familiale, 2022. Asmaj et UENIFI, les temps psychiques du deuil, 2022. André Robert, une équipe médico-sociale à la recherche du prendre soin. Un cheminement transdisciplinaire pour une meilleure organisation, 2022. Dimitri Kaijika, psychiatrie désemparée, un héritage, 2022. Josiane Chauveaubringer, thérapie d'enfants, un regard gestaltiste, 2022. Vicky Cuquierman, les troubles du langage dans la schizophrénie. Recherche actuelle et stratégie thérapeutique, 2022. Patrick Angeraou, l'adolescent et ses troubles, guide clinique et psychopathologique, 2022. Nicolas Sajus de Cocola, de la maltraitance à la résilience. Le désespoir dépassé, 2022. Thierry Nussberger, dire, les chemins psy. Du symptôme hostile, 2022. Jean-Paul Mwengengoie, la dépression chez les jeunes migrants subsahariens, 2021. Annick Bernabéo et Benoît Marceau, la psychose en résidence, hébergement et psychothérapie, 2021. Loïc Lerouge, dire, la numérisation du travail, enjeux juridiques et sociaux en santé au travail, 2021. Remerciements. Je ne pouvais pas rencontrer Henri Wallon, mais j'ai rencontré Émile Jallet. Son œuvre est l'un de mes points cardinaux. Elle oriente ma réflexion et ma pratique. Sans lui, ce livre n'aurait pas vu le jour. Émile Jallet, ancien élève de l'École normale supérieure, est agrégé de philosophie, psychologue diplômé d'État et professeur émérite de psychologie clinique et d'épistémologie à l'Université Paris-Nord. Il est l'auteur d'une œuvre immense et encore méconnue. Je le remercie beaucoup pour le soutien qu'il m'a apporté dans ce travail, et pour la postface qu'il a rédigée. Je remercie tous ceux qui ont conçu et voté le décret et les premières circulaires qui ont permis aux psychologues de la fonction publique hospitalière de ma génération de remplir leur mission de formation, d'information et de recherche dans le cadre légal de l'exercice de leur métier. Je remercie le Dr Brunetière, qui a longtemps été mon chef de service en pédopsychiatrie. Il m'a donné de bonnes conditions de travail, à une époque où l'hôpital psychiatrique avait les moyens de fonctionner correctement. Il m'a communiqué son intérêt pour l'autisme, les psychoses infantiles et Pierra Olagnier. Je remercie mes professeurs de l'Institut de psychologie et de sciences sociales appliquées. J'ai fait mes études de psychologie à Angers, à l'Université catholique de l'Ouest de 1982 à 1988. Je remercie plus particulièrement Pierre Kaufmann, Marie-Claude Lambotte et Patrick Martin Matera qui dirigeaient l'enseignement de la psychologie clinique. Monsieur Martin Matera m'a soutenu à plusieurs reprises, notamment en me permettant de faire des conférences et de donner des cours de travaux dirigés à l'université. J'ai une pensée chaleureuse pour David Le Breton, qui nous avait donné un cours sur la sociologie du corps en 1985. Son livre La saveur du monde est en rapport avec notre sujet d'étude. Le livre de Marie-Claude Lambotte, Esthétique de la mélancolie, parle de l'art de vivre et de la position de l'esthète. Je remercie également Baldine Saint-Giron, dont l'œuvre m'a elle aussi rendu sensible à l'esthétique. J'aime les styles d'écriture de David Le Breton et de Baldine Saint-Giron. La façon de dire le monde contribue beaucoup à la possibilité d'en savourer le goût. Je remercie Gilbert Oudot, mon premier psychanalyste, qui a été aussi à une autre époque notre formateur à marionnettes et thérapie. Je me souviens des étagères remplies de livres couvrant le mur de son cabinet à Port-Thibault. J'ai apprécié ses références à la philosophie. Je remercie mon ami, sociologue, traducteur et éditeur, Christian Molinier, qui depuis des années me fait partager son intérêt pour la philosophie. J'ai bénéficié de ses enseignements sur la personnalité
et sur le rêve lorsque j'étais étudiant. Je remercie Mathieu Bidard, psychologue et psychanalyste, pour l'aide qu'il m'a apportée lors de la mise en place du cours sur le diagnostic de structure. Je remercie Flora Seret, psychologue et professeure des écoles, pour l'aide qu'elle m'a apportée dans l'écriture de la première version de ce texte. Je remercie mes stagiaires de 2019 et 2020, Axel Gomez et Fiona Meji, pour notre intérêt partagé concernant théorie et pratique. J'ai pensé à elles en écrivant ce texte. Elles sont maintenant psychologues, et j'espère que ce texte leur sera utile. Je remercie Maurice Villard et Thomas Rabéron, psychologues, pour leurs remarques, qui m'ont permis d'avancer. Je remercie l'équipe de la bibliothèque de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale où je travaille. Merci à Swazik Derway et Aïcha Ami, pour leur soutien chaleureux et pour l'aide technique qu'elles m'ont offert. Je remercie mon épouse, Isabelle, et mes filles, Mélisande et Ludivine, qui m'ont aidé et encouragé à écrire ce livre. Je remercie plus spécialement Ludivine, anthropologue, pour son aide. Introduction. 1. À l'origine de ce livre. En 2015, j'ai participé à l'organisation d'une journée d'études intitulée « Les psychoses au fil des âges de la vie ». Nous avions alors formulé ainsi, mes collègues et moi, nos questions. Face à la diversité des tableaux cliniques présentés par chaque sujet, enfant, adolescent ou adulte, nous pouvons interroger l'unité du concept. Qu'appelle-t-on psychose ? Les psychoses infantiles et les psychoses de l'adulte, en quoi est-ce la même chose ? Peut-on repérer chez l'enfant comme chez l'adulte des processus psychopathologiques typiques ? Et plus concrètement, dans notre pratique quotidienne, nous nous demandons « Pourquoi dit-on de ce sujet-là qu'il est psychotique ?» Nous nous demandons aussi à quel âge de la vie la structuration psychotique de la personnalité se produit-elle ? Que deviennent les psychoses infantiles ? Y a-t-il des âges de la vie auxquels le risque de décompensation est plus important ? Quelles possibilités de symbolisation, de sublimation ou de suppléance se présentent à tel âge de la vie ? Nous voulions également tenter de comprendre comment fait le sujet psychotique pour vivre et habiter le monde. En 2017, pour transmettre mon expérience clinique à mes collègues, j'ai rédigé un texte intitulé « La structure de personnalité psychotique chez l'enfant ». J'avais, depuis le début de ma carrière, accumulé des observations cliniques dans le double but de témoigner de ma pratique et de faire des travaux de recherche. J'ai utilisé ces observations pour étayer mon propos. Ce texte a été intégré dans le livre actuel. En 2018 et 2019, j'ai donné un cours aux internes de l'EPSM, cours intitulé « Éléments pour le diagnostic de structure ». Il s'agissait de donner des points de repère pour répondre à la question suivante : comment poser un diagnostic de structure avec les adultes et en particulier avec les adultes psychotiques ? J'ai écrit le présent livre en 2020 et 2021, à partir des textes produits en 2017 et 2018. On y trouve une présentation des méthodes permettant de répondre à cette question clinique essentielle, névrose ou psychose ? Et cela, tant dans le champ de la psychopathologie de l'adulte et du jeune adulte que dans celui de l'enfance. Nous nous sommes également interrogés sur le sens donné au mot « structure ». Selon la théorie de référence, il peut s'agir de la structure d'une maladie mentale, structure clinique, de la personnalité, du caractère, du moi, structure imaginaire dirait Lacan, de l'inconscient, analogue à celle du langage selon Lacan, du monde, nouage du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Au fil de ce travail, j'ai été amené à faire un détour intéressant du côté de la philosophie et de la psychologie. Nous sortirons des sentiers battus dans le chapitre consacré à la structuration du jeu et du monde. J'y parlerai de notre rapport à autrui et de notre rapport au monde. Les rapports que nous entretenons avec les animaux, les dieux et les idéaux seront également pris en considération. À plusieurs reprises, il sera question dans cet ouvrage de ce que l'on appelle communément la réalité et le fantasme, ou l'imaginaire. 2. Les questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Lecteur, ne recule pas devant tant de questions. Les réponses viendront en leur temps. Dans le champ de la psychopathologie, qu'elle soit ordinaire, banale, ou bien franchement pathologique et psychiatrisée, nous nous sommes posé les questions suivantes.
La distinction entre le normal et le pathologique correspond-elle à la différence entre la névrose et la psychose? Qu'appelle-t-on structure et structure de la personnalité? Comment faire le diagnostic de structure, et à quoi cela va-t-il servir? Comment distinguer la structure psychotique de la structure névrotique? Dans le champ de la psychiatrie, on distingue les psychoses infantiles de celles qui apparaissent à l'adolescence et à l'âge adulte. À quoi cela sert de parler de psychose infantile? Et quel sens peut-on donner aujourd'hui à ce terme? Enfin, s'agissant des enfants, dans le champ de la psychologie normale ou de la psychopathologie de la vie quotidienne, nous nous posons ces questions. Peut-on repérer la structure de la personnalité dès l'enfance? Et si oui, comment? Quelles seraient les caractéristiques de la structure ou de la structuration psychotique de la personnalité de l'enfant? 3. À quoi sert le diagnostic de structure? Le diagnostic de structure sert à choisir le mode d'intervention dans le cadre d'une consultation ou d'une psychothérapie dans le cadre d'une consultation ou d'une psychothérapie. On ne parlera pas de la même façon avec un autiste, un psychotique, un névrosé. Lorsqu'un psychotique présente une certitude délirante, cela ne sert à rien de le contredire dans l'espoir de le ramener à la réalité. On ne peut que tenter d'introduire un peu de doute dans ses propos. On peut par exemple montrer notre étonnement et demander « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» Augustin Janot, psychiatre et psychanalyste, écrit qu'on gagnerait tout à affiner une clinique qui depuis longtemps piétine, pour avoir séparé la description du délire des mouvements psychodynamiques qui en donneraient le sens et expliqueraient ses variétés. C'est assurément réserver la priorité à l'examen de la structure en cause et des enjeux du conflit, sans pourtant rien négliger des transformations extérieures, aperçues du fond de son être par le sujet délirant. Il va de soi qu'aucun échange significatif, aucune démarche psychothérapique efficace ne pourrait ignorer ce qu'il en est du refoulement pulsionnel, de la culpabilité ou de la honte, des déceptions profondes et de la violence intérieure, de la peur d'être vu ou des risques de la rencontre aliénante. On verra mieux ainsi pourquoi certains délires se barricadent dans leur système, quand d'autres varient en fonction de l'approche compréhensive qu'on peut en faire dans l'échange avec le patient. Le diagnostic de structure permet également de diriger la cure psychanalytique, ou la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Selon Gisela Panko, lorsque couvre la psychose, il y a des risques sérieux d'accidents graves après des interrogations d'anamnèse. Comme le processus de destruction dans la psychose s'attaque au processus de symbolisation, dit-elle, toute approche du registre symbolique demande une technique analytique appropriée pour écarter un tel accident. J'ai rencontré quelques mères et enfants qui étaient dans l'impossibilité de dire le nom du père de l'enfant. Les simples questions que l'on pose d'ordinaire en début de rencontre, pour présenter la famille, soulevaient de fortes résistances et pouvaient compromettre la suite de l'entretien. On ne pouvait pas mentionner le nom de celui dont on ne devait pas parler dans la famille. Le nom du géniteur était tabou. Lors des entretiens préliminaires, les psychanalystes repèrent la structure, de façon à éviter les risques de décompensation durant la cure. Le diagnostic différentiel permet notamment de savoir s'il faut interpréter ou pas. L'interprétation lacanienne joue sur l'équivoque du sens des mots. Un sens peut en cacher un autre. Un mot peut en cacher un autre. Ainsi le signifiant lion peut-il évoquer l'animal ou la ville de Lyon. Un sujet psychotique pourrait être perturbé par le jeu sur l'équivoque, le double sens d'un mot. Avec certains sujets, on évitera donc d'interpréter ainsi. À propos de l'orientation de la conduite de la cure psychanalytique du psychotique ordinaire, Jean-Claude Malval écrit « Il ne s'agit pas de s'orienter sur le déchiffrement du symptôme, ni sur une élucidation du passé, ni sur le dégagement d'un objet de jouissance, mais de favoriser l'émergence d'une solution qui permet de restaurer un nouage des dimensions de la structure subjective, symbolique, imaginaire et réelle. Il convient ainsi de se prêter à la recherche d'inventions inédites, ou à la restauration d'un branchement. Certains sujets se stabilisent par la routine, en prenant appui sur des identifications conformistes, d'autres par l'invention, en élaborant une suppléance. La cure permet d'aider à conserver les modes de stabilisation opérants et à trouver éventuellement de meilleures solutions. Création d'un symptôme.
Elle permet de plus une perte de jouissance dans l'exercice de la parole. Il faut inviter le névrosé à s'interroger sur son histoire et à rechercher la vérité de son désir refoulé qui s'exprime dans ses symptômes, ses rêves, ses actes manqués, ses oublis, ses rêveries diurnes. Mais cette démarche n'est pas souhaitable dans le cas d'un sujet de structure psychotique, qu'il faut soutenir, dont il faut limiter la jouissance, et qu'il faut encourager à parler et à trouver ses solutions, dans le champ de la création notamment. Le clinicien doit soutenir ce qui de l'idéal s'ébauche dans le fantasme, pour permettre au sujet de composer avec la jouissance ainsi cadrée. Cela dit, certains psychotiques trouveraient dans un travail conjugal ou familial des informations utiles pour construire le sens de leur vécu et comprendre la raison de certaines angoisses. Il y a des non-dits dans certains couples et dans certaines familles. Cela empêche de penser la situation actuelle ou l'histoire. Des révélations au sein du couple pourraient aider certains sujets. Des bribes de souvenirs liés à des traumatismes anciens pourraient trouver sens en étant raccordés au récit de ceux qui dans la famille savent ce qui s'est passé autrefois. À quoi sert le diagnostic de psychose en psychiatrie et en pédopsychiatrie ? Selon la structure, on n'indiquera pas les mêmes activités thérapeutiques, pas les mêmes médiations. Les approches corporelles impliquant un contact peuvent être mal vécues par des psychotiques. Dans le PSM où je travaille, j'entends moins qu'autrefois les psychiatres et pédopsychiatres parler de psychose. Comme à notre époque les hospitalisations sont réduites, on peut se demander si ce diagnostic ne servait pas, entre autres choses, à justifier une longue hospitalisation. La disparition de la notion de psychose infantile me semble en lien avec la politique de fermeture des hôpitaux de jour. L'asile était un lieu d'enfermement et de protection. La psychose infantile était l'objet d'études privilégiées de la pédopsychiatrie. L'enfant psychotique était la figure emblématique d'une catégorie particulière d'enfants inadaptés. Le diagnostic de psychose servait à trier les enfants, à désigner ceux qui seraient pris en charge par l'hôpital psychiatrique. Les débiles étaient quant à eux dirigés vers les instituts médico-éducatifs, et les caractériels et cas sociaux étaient pris en charge par les instituts de rééducation. Le diagnostic de structure a sans doute servi à établir des pronostics dans un contexte où la psychose, conçue sur le modèle de la démence précoce, était considérée comme une grave maladie relevant d'une hospitalisation. C'est sans doute la gravité des conséquences de l'annonce d'un tel diagnostic qui a retenu les pédopsychiatres de parler de psychose avant l'adolescence. Le diagnostic de psychose sert aussi à comprendre certains problèmes d'adaptabilité du sujet aux exigences éducatives ou sociales. Le clinicien peut, d'une part, aider l'équipe soignante, les éducateurs ou les enseignants à tenir compte des particularités du sujet. Et d'autre part, il peut aider le sujet à trouver des solutions concrètes pour qu'il se sente moins en danger et pour qu'il puisse trouver des points de repère et des façons de faire qui lui conviennent. Par exemple, tel enfant s'oppose systématiquement à la demande de l'autre. Il conviendra de ne pas lui demander de faire son travail en s'adressant à lui de façon directe, frontale. Il sera plus simple d'adresser la demande au groupe, plutôt que de cibler uniquement cet enfant. 4. Plan de l'ouvrage. Dans une première partie, nous présenterons les différentes structures de la personnalité. Nous compléterons la théorie des structures par la notion de position subjective, employée par divers auteurs, dont Melanie Klein. Nous évoquerons les rapports entre la structure, l'histoire et le développement. Dans une seconde partie, nous considérerons le moi, le je, autrui et le monde d'un point de vue structural et constructiviste. Nous présenterons tout d'abord les structures symboliques, la donne familiale et culturelle. La culture, la société et la famille ont une fonction structurante, tout comme les complexes d'Oedipe et de castration. Les mythes et les fantasmes ont un rôle essentiel dans la construction de notre histoire. Nous évoquerons ensuite la représentation de la structure de la personnalité. Et nous parlerons de notre rapport au monde, à autrui et à nous-mêmes. Nous étudierons la structuration conjointe du moi, d'autrui et du monde. Henri Wallon nous aidera à penser les liens intimes qui existent entre eux. Différents niveaux de fonctionnement de la pensée et de l'expression peuvent être distingués. Nous les mettrons en rapport avec les étapes qui permettent de construire la réalité symbolisée d'un monde commun. Les mondes des autistes, des psychotiques et des névrosés
dépendent des fonctionnements à l'œuvre dans la perception et la représentation du réel de chacun de ces sujets. Selon Freud, le moi est en conflit avec le ça dans la névrose, tandis que dans la psychose il est en conflit avec le monde extérieur. Nous tiendrons compte de cette distinction entre un danger interne et un danger externe. Nous penserons donc la structuration du moi, en lien avec la structuration du monde. Nous considérerons notamment que l'édification des défenses structurant le moi n'est pas indépendante de l'organisation de l'espace du monde. La structure du monde est probablement en péril dans plusieurs situations. Lorsqu'un sujet ne trouve plus d'attrait aux êtres et aux choses, lorsque le dégoût et la haine suscitent chez un sujet hors de lui, la colère et la destruction. Lorsque la panique mène au chaos. Lorsque l'inquiétante étrangeté du monde devient déréalisation. Nous nous intéresserons en particulier aux efforts des malades psychotiques pour faire tenir un monde, ou pour le reconstruire. Nous ferons référence à Jacques Lacan qui parle de ces déstructurations et restructurations en termes de nouage du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Ce nouage donne consistance et saveur au monde et à l'existence. Cela semble être une nécessité vitale pour l'être parlant, que de se raconter une histoire pour pouvoir jouer un rôle sur la scène du monde. Et pour incarner un personnage vivant sur la scène du monde, il faut être porté par le désir. Mais c'est parfois la jouissance ou l'angoisse qui prédomine dans notre rapport au monde. Nous verrons que l'angoisse n'est pas la même selon le niveau de structuration du jeu et du monde, et nous décrirons les expériences fondamentales de l'angoisse. Nous parlerons à cette occasion des angoisses des autistes et des modalités de leur perception du monde. Dans une troisième partie, nous traiterons des différences entre névrose et psychose chez les adultes, tout en essayant de comprendre ce qu'on appelle psychose. Nous nous référerons pour cela au point de vue de Jean Bergeret et de Jacques Lacan. Nous nous appuierons principalement sur le travail de Christophe Chapreau, pour distinguer les critères du diagnostic différentiel. Nous ferons référence aux livres d'Augustin Janot et de Jean-Claude Malleval pour distinguer les délires psychotiques des délires non psychotiques. Puis nous présenterons la théorie des psychoses de Pierrat Aulagnier. Elle distingue 3 niveaux de fonctionnement psychique, originaire, primaire et secondaire. Nous ferons la transition avec le chapitre suivant, en abordant la question de la potentialité psychotique qui peut apparaître dans l'enfance. Cette potentialité pourrait donner lieu, ou pas, à une décompensation psychotique chez l'adulte ou lors de l'adolescence. Dans la 4e partie, nous parlerons du diagnostic de structure en clinique infantile. Nous aborderons alors la difficile question des psychoses infantiles. Précisons que ces pathologies sont différentes des psychoses qui apparaissent à l'adolescence et à l'âge adulte. Rappelons que les pédopsychiatres ne posent plus depuis longtemps de diagnostic de psychose infantile. En France, ils préféraient parler de disharmonie évolutive de structure psychotique et de pathologie limite de l'enfance. Et l'élargissement du champ de l'autisme au-delà des classiques descriptions de Kanner et d'Asperger a éclipsé les psychoses infantiles, du moins dans le discours médical officiel. Nombre de pédopsychiatres s'interdisent maintenant de parler officiellement de psychose infantile. Certains tentent même d'interdire aux autres d'en parler. Mais il y a toujours des enfants psychotiques, et des soignants qui entre eux parlent de possibles psychoses infantiles ou de risques de structuration psychotique. La psychose infantile reste une réalité effective. Nous témoignerons de notre expérience clinique en donnant plusieurs exemples. Que voient ces cliniciens ? Qu'est-ce qu'ils nomment psychose ? Comment caractérisent-ils la structure ou la structuration psychotique de l'enfant ? Quel sens donner à ce terme de psychose infantile ? Nous répondrons à ces questions. 5. Remarques liminaires. Les récits de cas cliniques rapportés dans ce livre ont subi quelques modifications de façon que l'on ne puisse pas reconnaître les personnes concernées. J'ai notamment changé les noms, y compris le mien pour éviter que mes patients achètent mon livre. Première partie, structure et psychose. Les différentes structures de la personnalité. Introduction. De quoi veut-on parler lorsqu'on utilise le mot structure ? A. L'usage du terme structure en psychopathologie. 1. Ma personnalité divisée, vue comme un tout. Dans le champ de la psychologie clinique psychanalytique,
la notion de structure a permis une approche globale. Cette approche globale prend en considération la dynamique des forces à l'œuvre au sein d'une personnalité, notamment les conflits entre les instances qui composent la personnalité. Karen Horney a décrit la névrose. Elle a mis l'accent sur le rapport aux autres et à soi-même, en termes de tendances névrotiques. Par exemple, un besoin d'affection, une tendance à la soumission et la dépendance qui en résulte. Elle s'est notamment intéressée à la distance qui se crée entre l'image idéalisée de soi et le véritable moi. Le névrosé méconnaît ses émotions et ses véritables sentiments. Cela peut aller jusqu'à une sorte de perdition lorsque le sujet vit dans l'ignorance de ce qu'il ressent et de ce qu'il désire. Comment peut-on envisager la structure de notre personnalité lorsque l'on fait une cure psychanalytique? Karen Horney parle de la compréhension globale que nous pouvons avoir de l'ensemble des forces qui nous animent, nous déchirent, nous inhibent. Lors d'une psychanalyse, le névrosé va ressentir des émotions, sources d'intuition qui le feront s'approcher de son véritable moi. Expérience émotionnelle et compréhension intellectuelle vont lui permettre de reconnaître ses tendances névrotiques et leurs conséquences. Le névrosé pourra ainsi se découvrir et se comprendre. Il lui faudra pour cela acquérir une vue d'ensemble sur ses tendances et comprendre leurs interactions. Ce que nous voyons se développer, ce n'est pas une accumulation d'intuitions mais une structure, écrit Karen Horney. S'oppose donc, d'un côté l'image idéalisée de soi, sorte de portrait du moi officiel, un tableau trompeur donc, et de l'autre côté la personne réelle, dont la personnalité ne pourra être appréhendée que de façon globale, comme une structure. L'expérience émotionnelle ne donne accès qu'à des traits de personnalité. La cohérence de l'ensemble est à reconstruire. 2. Le cristal de la structure et ses lignes de faille. Pour écrire les lignes qui suivent, nous nous appuierons sur un ouvrage de Miguel Sierra Rubio. La représentation d'une structure est une façon d'ordonner le matériel clinique et de distinguer, parmi la diversité des manifestations cliniques, les moments et les formes de l'expression de la structure clinique. Les moments et les formes, nous dit Miguel Sierra Rubio. C'est dire qu'il sera tenu compte des changements qui s'imposent à certains moments cruciaux de notre histoire. Ces changements me semblent pouvoir être considérés comme des moments de structuration, de déstructuration et de restructuration. Nous observons l'établissement des défenses contre le traumatisme, la constitution d'une prédisposition à telle ou telle maladie, les formations réactionnelles, les manifestations de l'inconscient, la mise en échec des défenses, la régression, la constitution des symptômes, la constitution des inhibitions, la formation des complexes, la généalogie des motifs d'angoisse. Freud a utilisé le concept de structure pour mettre à jour la structure et le type clinique présent derrière la symptomatologie d'un sujet. Par exemple, une structure névrotique de type hystérique. Le diagnostic freudien classique nécessite l'usage d'une psychopathologie précise détaillant diverses formes de névrose et de psychose ainsi que des formes de perversion. La psychopathologie et le diagnostic permettent d'identifier le type clinique, une hystérie par exemple, ainsi que la structure clinique d'un sujet, dans cet exemple, une structure névrotique. Ce sujet peut présenter un symptôme, une phobie par exemple, que l'on retrouvera dans une autre structure. On rencontre en effet également la phobie chez certains sujets de structure psychotique. Un même symptôme peut se retrouver dans diverses structures et dans différents types cliniques. Les symptômes de divers types cliniques peuvent se retrouver chez un même individu, articulés au sein d'une même structure. Miguel Sierra Rubio n'en parle pas, mais lorsque l'on s'intéresse aux inhibitions, aux formations réactionnelles et aux traits de caractère, on peut sans doute retrouver certains traits de caractère chez des individus relevant de structures et de types cliniques différents. La méfiance par exemple. Il n'est pas rare de trouver une tendance paranoïaque chez des sujets névrosés. On sait, écrit Émile Jallet, qu'il existe une échelle de degrés variables entre le normal et le pathologique, le caractère et le symptôme, et qu'en outre telle pathologie singulière chez un individu déterminé se présente toujours comme un mélange, un cocktail où plusieurs composantes peuvent interférer sous l'égide d'une dominante. Hystérie avec névrose obsessionnelle, mélancolie avec paranoïa, etc. Jallet ajoute
À propos de l'interférence et de la composition des entités structurales dans chaque cas singulier se fait jour, pour les esprits bien formés, la tension latente entre les deux pôles d'une antinomie, deux formes de réductionnisme et de pensée simpliste, celle d'un structuralisme sans genèse et celle d'un génétisme sans structure. Cette façon de faire de la psychopathologie et de la clinique, Freud la tenait en partie de Charcot. Mais elle lui a également été inspirée par la méthode utilisée en minéralogie, pour distinguer les cristaux, et étudier la composition hétérogène des roches. D'où la métaphore du cristal de la structure. La métaphore du cristal brisé a permis à Freud de montrer les lignes de clivage de la personnalité, impliquées dans les conflits caractéristiques de chaque structure. Le tombé malade devient une question de désarticulation structurale. Jacques Lacan proposera ultérieurement l'image de nœuds qui se défont. Freud a comparé les malades mentaux à des structures fêlées et fissurées. La décompensation psychotique est comparable à l'éclatement d'un cristal. Freud remarque qu'un cristal se casse suivant ses directions de clivage en des morceaux, dont la délimitation était déterminée à l'avance par la structure du cristal. La structure du sujet psychotique présenterait de la même façon des lignes de clivage. La fragmentation du moi dans la psychose se produirait là où se trouvent ces lignes de faille. Dans le délire d'observation, nous dit Freud, le moi est regardé par le surmoi. Moi et surmoi peuvent se séparer ou se réunir. C'est dire, me semble-t-il, que le surmoi est un regard porté sur nous-mêmes, que nous ressentons comme familiers ou comme étrangers. Lorsque le sentiment d'étrangeté est fort, on parlera d'un clivage entre le moi et le surmoi. Bien sûr, cela a à voir avec l'exposition de soi sur la scène familiale et sociale. Pierrat Aulagnier écrira : on rencontrera toujours dans la constitution, du puzzle du jeu, des lignes de fragilité ou encore la potentialité d'une fissure. Cette fissure peut se situer à l'intérieur de l'assemblage central. Nous aurons affaire à la potentialité psychotique qui se définit par un conflit entre identifiant et identifié. C'est-à-dire que le sujet ne se retrouve pas dans les discours que sa mère, principalement, mais aussi son père et la société tiennent sur lui. Je ne suis pas ce que vous voyez, je suis un identifiant auquel on a imposé un identifié qui n'est pas son œuvre, pourrait-il dire. L'accord ne se fait pas, entre le sujet et son entourage, sur la définition officielle de son moi. La quête d'une reconnaissance de son image se heurte à l'identité qui lui est assignée. Selon Freud, une régression aurait lieu chez le sujet qui tombe malade. Dans les névroses, il s'agirait d'une régression des investissements libidinaux, ou de l'organisation de la libido, tandis que dans les psychoses, il s'agirait d'une régression du moi. Jacques Lacan au début de son œuvre parlait d'une régression narcissique en deçà du stade du miroir, jusqu'à l'auto-érotisme. Le destin de la pulsion scopique prend un tour inquiétant dans le délire d'observation. D'une part, le sujet se sent regardé, au lieu d'être celui qui regarde le monde. D'autre part, le moi se sent exposé au regard de l'autre, au lieu de jouer à se cacher et à se faire voir sur la scène du monde. De plus, dans la régression narcissique psychotique, le sujet se sent non seulement regardé, mais également parlé et identifié. 3. Les structures distinguées. La nosologie, entendue comme théorie du tombé malade, rassemble les idées concernant la définition et le rapport entre la normalité et la pathologie. L'étiologie, ou étude des causes de la maladie, définit le terrain dont relève la morbidité du psychisme. La pathogénie, enfin, se réfère à la théorie de la formation du symptôme, écrit Miguel Sierra Rubio. Freud a constitué une psychopathologie tenant compte de l'étiologie, de la nosologie et de la pathogénie. C'est pourquoi il a distingué entre d'un côté les névroses actuelles, et de l'autre, les névroses de transfert, les névroses narcissiques et les psychoses. En effet, les premières ne relèveraient pas de mécanismes psychiques et ne dépendraient pas de ce qui s'est passé dans l'enfance. En revanche, les autres névroses et les psychoses dépendent de prédispositions à tomber malade qui sont en rapport avec l'organisation des mécanismes de défense du moi durant l'enfance. La différence entre les névroses de transfert et les psychoses est liée aux difficultés rencontrées dans la cure des psychotiques. Ce critère a été également employé depuis, pour distinguer les états limites, qu'on n'arrivait pas à traiter au moyen de la cure classique. La différence entre la structure névrotique et la structure psychotique
a été pensé par les psychanalystes de diverses écoles en référence au complexe d'Œdipe. Deux grandes organisations psychiques peuvent se penser, l'une référée à l'Œdipe, dite névrotique, l'autre qui n'est pas organisée par l'Œdipe, mais au mieux par un délire, et dite psychotique, écrit Chapreau. Jacques Lacan a ultérieurement accordé plus d'importance à un autre complexe, le complexe de castration. Ces deux complexes font référence aux différences de sexe et de génération. Il est également question des figures parentales et des modèles de père et de mère présents dans la culture et la famille. Enfin, il est question de la socialisation de l'enfant, au sens de la formation du surmoi et de l'idéal du moi. L'étiologie des psychoses et névroses narcissiques implique le développement du moi et du moi idéal. Freud a identifié le conflit particulier qui est à l'œuvre dans chacune de ces affections, névrose de transfert, névrose narcissique et psychose. Il a également identifié les mécanismes à l'origine des structures névrotiques, psychotiques et perverses. Selon Freud, la névrose de transfert correspond au conflit entre le moi et le ça. Son mécanisme fondamental est le refoulement. La psychose correspond au conflit entre le moi et le monde extérieur. Son mécanisme fondamental est le rejet. Jean Bergeret parlera d'un déni de la réalité. Jacques Lacan nommera forclusion du nom du père, ce mécanisme spécifique. On a également évoqué la régression narcissique. La névrose narcissique correspond au conflit entre le moi et le surmoi. Marie-Claude Lambotte identifiera le mécanisme fondamental à l'œuvre dans la mélancolie, une forme particulière de déni, un déni d'intention. La perversion se caractérise par un déni portant sur la castration de la mère phallique. 4. Caractéristiques de la structure clinique selon le discours lacanien. Voici une citation de Miguel Sierra Rubio présentant le discours lacanien sur les structures des névroses, des psychoses et des perversions. Ainsi, une certaine doxa psychanalytique définit les structures cliniques par 5 grands traits. Étanchéité nosographique. Les 3 catégories majeures sont mutuellement excluantes. Un sujet ne peut pas être en même temps névrosé et psychotique, ou psychotique et pervers, ou névrosé et pervers. Il n'est pas possible d'établir des catégories intermédiaires ou des passages entre deux, du genre borderline. Subversion du diagnostic comme position subjective. Diagnostiquer une structure clinique consiste à repérer la position du sujet, dont il est toujours responsable, par rapport à l'autre. Fondement sur des opérateurs inconscients, déterminant une stratégie face à la castration. La névrose est en ce sens déterminée par l'opération du refoulement, la psychose par la forclusion du nom du père et la perversion par le déni. Il s'agit pour le sujet de 3 mécanismes destinés à affronter la castration, autrement dit, le non-rapport sexuel. Organisation logique en 2 niveaux. Chaque catégorie majeure du triptyque constitue une variété générique de type clinique, qui sont structurés par les rapports que le sujet entretient au désir de l'autre. Cette logique organisatrice a favorisé l'application du terme structure clinique pour désigner les 2 niveaux, celui des catégories majeures génériques et celui des types cliniques spécifiques. Conception dialectique du rapport normalité-pathologie. Il peut y avoir des stabilisations et des déstabilisations à l'intérieur de chaque structure. Les premières soutiennent un état clinique de normalité, tandis que les déstabilisations produisent des symptômes, d'où le fait que certaines structures cliniques ont été initialement saisies comme maladies. Nous remarquerons au passage dans cette citation les points de repère trouvés dans le positionnement du sujet par rapport à l'autre, ses rapports au désir de l'autre et le mécanisme ou la stratégie que ce sujet adopte pour affronter la castration. Je reviendrai plus loin sur la question de la position subjective. Sierra Rubio emploie ici cette expression à propos du rapport à l'autre. Chez d'autres auteurs, elle peut être employée pour parler d'autre chose et ces derniers ne mettent pas forcément en correspondance directe position subjective et structure. Freud a différencié au sein de chaque structure différents types cliniques. Il l'a fait non seulement en référence aux symptômes déjà repérés par les psychiatres, mais aussi en fonction du mode de formation des inhibitions, symptômes et angoisses. Par exemple, les symptômes dans l'hystérie de conversion touchent le corps tandis que dans la névrose obsessionnelle c'est la pensée qui est affectée. Nous présenterons bientôt les principaux types cliniques. Mais pour l'instant, évoquons la dialectique entre genèse et structure.
5. Parler de la genèse. Freud s'intéresse à la genèse de la personnalité et de la maladie. Lacan s'intéresse à l'histoire du sujet, mais il s'est écarté des théories des stades du développement de la libido et du moi, de même qu'il a abandonné le concept de personnalité. Psychologue travaillant en pédopsychiatrie, j'ai continué à me référer au concept de stade et de personnalité. Les collègues qui travaillent avec des adultes peuvent se contenter d'une référence à l'infantile. Mais je ne peux pas quant à moi faire l'économie de la question de la structuration du moi et de la personnalité durant l'enfance et l'adolescence. La question se pose donc pour moi de distinguer des structures dès l'enfance, ou du moins d'étudier la structuration qui se produit dès l'enfance. Je suppose que le moi se constitue et s'organise de structuration en restructuration, et qu'il peut passer dans les aléas de son histoire, par des états de déstructuration, ou du moins par des moments où le risque d'une déstructuration se fait ressentir. 6. Parler de la personnalité. Les psychanalystes lacaniens parlent de la structure clinique, structure subjective. Pourquoi n'utilisent-ils pas le mot de personnalité ? Est-ce simplement pour éviter de faire référence aux théories de certains psychologues, qui rangent les individus dans les cases des typologies de la personnalité ? Sans doute Lacan a-t-il évité d'utiliser ce mot, pour se décaler d'une conception de la personnalité qui considérerait comme acquise l'unité de la personne. Comme si la personnalité d'une personne normale était une construction achevée. Or le sujet dont parlent les psychanalystes est clivé ou divisé. Lacan avait dans un premier temps utilisé le concept de personnalité. Il avait alors conçu névrose et psychose du point de vue du développement du moi, du surmoi et de l'idéal du moi. Mis à part l'exception de la paranoïa d'autopunition, Lacan considérait que la personnalité n'était pas achevée dans le cas des psychoses, la constitution de l'idéal du moi notamment. À cette époque, Lacan considérait les choses du point de vue de l'imaginaire, dont relève le développement du moi. Par la suite, il a introduit les dimensions du symbolique et du réel, et sa conception de la psychopathologie a changé. Certes, l'idée de la personnalité comme fonction de synthèse entraîne l'idéal de l'unité de la personne, mais on peut à mon avis utiliser ce terme sans tomber dans l'illusion de l'unité de la personnalité. Il me faudrait sans doute reprendre la critique par Lacan du rapport de Daniel Lagache, pour mieux comprendre la position de Lacan. Quoi qu'il en soit, ce choix, de ne pas employer le terme personnalité, a permis aux lacaniens une avancée. Lacan a élargi l'application du signifiant structure, au-delà du champ de la personnalité, afin de pouvoir également l'appliquer à la structure de l'autre, du langage, du symbolique, voire de l'ordre symbolique, qui structure la réalité. La structure implique en effet non seulement la structure du moi, les mécanismes de défense du moi et la constitution des instances de la personnalité, mais aussi la structure symbolique. Ce symbolique était déjà présent dans la théorie de Freud lorsqu'il parlait de symboles phalliques et lorsqu'il s'inspirait des mythes pour conceptualiser la libido, le désir et les complexes d'Œdipe et de castration. La référence au concept de personnalité nous invite à tenir compte de l'orientation du fonctionnement psychique. 7. L'orientation du fonctionnement psychique. Une question de dedans et de dehors. On parlait autrefois de tendance à l'introversion ou à l'extraversion. Émile Jallet a montré que cet intérêt porté à autrui, ou à soi-même, variait lors du développement de l'enfant. Jallet a également fait cette remarque fort intéressante. Il existe deux modes fondamentaux de fonctionnement psychique opposés de façon polaire, y compris les organisations mixtes, se tourner vers le dehors, extraversion, et se tourner vers le dedans, introversion. C'est ce point d'importance cardinale qui, de tous les horizons de la psychologie, vient à la rencontre de la psychanalyse, plutôt centrée, il est vrai, sur les notions de projection et d'introjection qui lui sont spécifiques, mais qui par ailleurs n'expriment rien de fondamentalement différent. Selon Jung, l'extraversion est le mouvement de la libido vers l'extérieur qui se réfère à l'objet, alors que l'introversion est le mouvement de la libido tourné vers l'intérieur et qui se tourne vers le sujet. Par exemple, l'extraversion domine dans l'hystérie alors que dans la démence précoce, la schizophrénie, c'est l'introversion. Selon Marie-Laure Grivet-Chilito, l'extraversion et l'introversion,
désigne et analyse deux orientations énergétiques de la conscience qui attirent respectivement l'individu soit vers le monde extérieur et ses objets, soit vers le monde intérieur et ses images. Comme nous le verrons plus loin, le fonctionnement psychique dans la névrose est tourné vers le danger refoulé au-dedans, tandis que dans la psychose le danger semble se situer à l'extérieur. L'identification projective et l'excès de projection ont d'ailleurs été considérés par Melanie Klein et ses élèves comme caractéristiques du fonctionnement psychotique. Dans la schizophrénie, le sujet se tourne vers l'intérieur, angoisse et jouissance dans le corps, alors qu'un danger semblant provenir de l'extérieur menace. C'est une question de dedans et de dehors. Nous devons tenir compte du réel et de sa représentation, ainsi que de l'espace de la réalité psychique. Ce réel et cette représentation concernent non seulement le monde, mais aussi le corps propre. Cette réalité psychique est en relation avec les récits de rêves, les fictions et les jeux, les mythes et les rites, la poésie, les métaphores, les figurations et les arts. Nous ne pouvons pas simplement opposer au monde extérieur un intérieur corporel et psychique, composé de sensations corporelles et de pensées. Nous sommes en effet corps et âme intriqués les uns aux autres. Nous ressentons le corps de l'autre et nous pensons avec autrui. Si l'on veut parler d'espace, alors nous devrons tenir compte des lieux de jeu et de création dont nous avons besoin. Des espaces mythiques ou sacrés qui nous inspirent. Des zones interdites qui suscitent notre curiosité en même temps que notre inquiétude. Je pense par exemple au théâtre, à l'île au trésor, au paradis ou à l'enfer. Les névrosés prêtent à des réalités un sens symbolique secret, comme l'enfant qui s'amuse à passer par-dessus un petit ruisselet s'imagine franchissant le fleuve qui sépare son pays d'un autre. Le monde fantasmatique des névrosés trouve un étayage dans la réalité où secrètement il s'incarne. Les choses se passent sans doute différemment pour l'enfant psychotique vivant dans une famille où règne la pensée opératoire. La donne familiale n'offre pas toujours à l'enfant une mythologie vivante et une poésie. Le milieu familial ne procure pas toujours non plus des conditions de vie propres à permettre le développement personnel, le jeu et la création artistique. 8. Permanence et changement. Les psychoses posent la question de la construction et du maintien d'une structure. Dans le champ de la psychiatrie, la notion de structure a été associée à celle de maladie et plus particulièrement à la notion de psychose. La notion de structure fut introduite dans le champ psychiatrique français, dès les années 1920 à 1930, sous l'influence des phénoménologues, Minkowski principalement, pour désigner l'organisation psychopathologique d'une psychose. Les psychiatres lacaniens se sont intéressés à la structure des psychoses. Une personne change au fil des années. Les symptômes changent aussi. L'évolution d'une psychose maniaco-dépressive, PMD, en est un bon exemple. Les psychiatres ont recherché le processus pathologique à l'œuvre, la maladie cachée derrière les variations du tableau clinique. Au-delà des épisodes de manie et de dépression, on peut repérer une structure psychotique. Évoquer la structure fait donc d'abord penser à la structure de la personnalité et à la structure psychotique. La notion de structure comme celle de personnalité me semble répondre à une exigence d'unité, de continuité, de cohérence, de logique au-delà des variations de la conduite et de l'état de santé de la personne. Le terme de structure est devenu synonyme de stabilité, de continuité et d'unité, peut-on lire dans la névrose chez l'enfant. Approche clinique et projective. Les auteurs de ce livre déplorent cette façon de parler qui occulte une caractéristique de la structure, son potentiel de transformation. Ils prônent une approche privilégiant une logique des positions ou des processus. Maurice Villard m'a judicieusement fait remarquer que, dans les psychoses, ce serait la construction ou le maintien d'une structure en tant que telle qui serait en question. La structure du moi ou du monde s'effondre lors de décompensation d'adultes psychotiques, ainsi que la structure du langage. Les vécus de dépersonnalisation, de déréalisation, le syndrome de Cotard, les angoisses de morcellement et délires de fin du monde en témoignent. Le délire est une tentative de guérison qui reconstruit un monde et donne à nouveau une place à la personne dans cette nouvelle configuration de relation. De l'enfance à l'âge adulte, la personnalité se structure et se restructure en plusieurs étapes. La construction du réel et la représentation du monde se constituent également au fil des années, en passant par plusieurs stades.
Dans les psychoses infantiles, la construction d'une structure est donc bien évidemment en question. Et nous pouvons voir apparaître à certains moments des signes de déstabilisation ou de déstructuration de l'organisation du moi et du monde. Pour les psychanalystes qui suivent Melanie Klein, le petit enfant passe par une phase psychotique dite schizoparanoïde. Il s'agirait d'une sorte de stade du développement de l'enfant, voué à être dépassé. Jacques Lacan développe une autre théorie. Ses élèves ne croient pas à l'existence d'un noyau psychotique au fond de la personnalité de tout un chacun. Pour eux, la psychose est une structure définitive. Les pédopsychiatres ont la prudence de ne pas annoncer de diagnostic de psychose avant de voir ce qui se passe à l'adolescence. Roger Mises préférait parler de disharmonie évolutive et de pathologie limite de l'enfance. Jean Bergeret affirmait qu'un changement de structure était possible à l'adolescence. Jean Bergeret rappelle que les appellations névrose et psychose ont été sans cesse l'objet de remaniements et de limitations quant à leur signification propre. En pédopsychiatrie, la question se pose aujourd'hui du sens à donner à l'expression « psychose infantile ». B. Quelles sont les structures subjectives et les types cliniques qui existent ? 1. La structure névrotique et ses types cliniques. La structure névrotique se rencontre dans deux pathologies, l'hystérie et la névrose obsessionnelle. La question s'est posée autrefois de savoir si la névrose phobique était une structure. Jacques Lacan a répondu par la négative. On rencontrerait sur les divans et en psychiatrie moins de névrosés qu'au temps de Freud. Les tableaux cliniques ont changé. Il y a notamment moins de névrosés obsessionnels, mettant en avant la culpabilité qui les fait souffrir. Les troubles névrotiques sont fréquemment associés à des symptômes relevant du champ de la dépression. Et les classifications médicales modernes détaillent les troubles sans chercher à les relier à une structure névrotique ou bien psychotique. Le concept de névrose tend donc à disparaître du champ de la santé mentale. 2. La structure psychotique, ses types cliniques. La mélancolie comme névrose narcissique. Les psychoses infantiles. La structure psychotique se rencontre dès l'adolescence et à l'âge adulte. Elle se manifeste dans plusieurs pathologies psychiatriques, dont la schizophrénie et la paranoïa. Elle se rencontre aussi dans des états fugaces ou transitoires et dans les crises des psychoses aiguës. La question se pose de maintenir ou pas la distinction que Freud avait faite entre les psychoses et la mélancolie, considérée alors comme une névrose narcissique. Marie-Claude Lambotte défend la thèse de la névrose narcissique, en distinguant bien entre mélancolie et psychose maniaco-dépressive. Jean Bergeret critiquait l'usage que l'on faisait du terme psychose en pédopsychiatrie. On rangeait sous ce terme des pathologies trop différentes. Entre-temps, les troubles du spectre autistique ont été sortis du champ des psychoses infantiles. René Diatkin a tenu compte de cette évolution. Le concept de psychose est moins utilisé actuellement en pédopsychiatrie, sauf à l'adolescence, à propos des premiers symptômes de schizophrénie. Mais dans ce dernier cas, il est question de l'apparition d'une psychose de l'adulte. La psychose d'un enfant, c'est autre chose. Pour moi, l'existence d'enfants psychotiques est une réalité. J'en ai rencontré. 3. Le problème des états limites. Des psychanalystes non lacaniens disent que les états limites chez les adultes ou les pathologies limites de l'enfance sont beaucoup plus nombreux actuellement que les pathologies névrotiques et psychotiques. Je ne placerai néanmoins pas ces états et pathologies au centre de mon champ d'étude. Pourquoi ? Selon les lacaniens, il s'agit d'états pathologiques et non de structures. Selon Bergeret, il ne s'agit pas non plus d'une structure. L'état limite est considéré comme une organisation provisoire par Jean Bergeret. Quelle différence fait-il entre structure et organisation ? Le terme organisation fait référence au développement de la libido et des relations d'objets. Cette notion s'inscrit dans une perspective génétique que ne partage pas Lacan. Bergeret parle du caractère narcissique des personnes en état limite. Ce serait là un trait de leur personnalité. Cela dit, Bergeret ne souhaite pas parler, comme le fait Coët, de personnalité narcissique, parce que la personnalité narcissique n'est pas une structure. C'est, selon Bergeret, un état limite floculant. Bergeret préfère parler d'une organisation au statut provisoire.
Il s'agit d'un aménagement défensif de la situation actuelle, dont Estelon nous dit qu'il a pour but de tenter d'éviter la dépression. Les lacaniens pensent que cela n'existe pas, un état limite. Il s'agirait de sujets relevant soit de la structure névrotique soit de la structure psychotique. L'état limite serait une forme mineure de psychose ou bien une forme majeure de névrose. De ce point de vue, l'état limite me semble être un état de désorganisation de la personnalité. Je parlerai donc des pathologies limites, plutôt que d'un type d'organisation de la personnalité. En d'autres termes, la notion d'état limite qualifie-t-elle une personnalité ou bien des maladies ? Je penche pour la seconde hypothèse. Mais je crois aussi que quelle que soit leur structure, ces sujets présentent bel et bien une problématique narcissique, une relation d'objet de type anaclytique, une angoisse de perte de l'objet et une lutte contre la dépression. Et on parle au pluriel des pathologies limites, parce que les symptômes d'un tel état peuvent être fort divers. Des questions se posent. Peut-on diagnostiquer une pathologie limite avant l'adolescence ? Le caractère narcissique se constitue-t-il dans l'enfance, ou s'agit-il d'un aménagement trouvé à l'adolescence ? Roger Misès a étudié les pathologies limites de l'enfance. Nous en reparlerons. Au sortir de la phase de latence, pour les adolescents état limite, Jean Bergeret parle de possibilités d'aménagement caractériel ou bien pervers. Dans le champ de la clinique infante-juvénile, il serait intéressant du point de vue de la socialisation et de la construction de la personnalité, d'étudier la dialectique entre perversion et vertu dans la formation des traits de caractère et du système des valeurs de la personne. La question des rapports entre égoïsme, altruisme et capacité à éprouver de l'empathie, comme celle du rapport entre égocentrisme et reconnaissance de l'altérité, est une question très importante, de même que la question des rapports entre le voyeurisme, l'exhibitionnisme et la pudeur. 4. La structure perverse. La structure perverse, je n'en parlerai guère. Pourquoi ? Parce qu'on rencontre rarement dans nos pratiques cliniques des cas de perversion sexuelle. Cela dit, il existe des perversions narcissiques et aussi des perversions morales. Elles n'ont pas particulièrement à voir avec la sexualité, au sens commun du terme sexualité. Alberto Heger en donne des exemples. Le faussaire, le mythomane, le joueur pathologique, le kleptomane, le pyromane. La fabulation et le vol se rencontrent dans la clinique infanto-juvénile. Alberto Heger précise que l'usage du terme perversion narcissique s'est éloigné de son emploi originaire. Il ne désigne généralement plus la sexualité déviée d'individus regardant leur corps nu dans un miroir. La perversion narcissique, j'ai pu l'observer chez un enfant qui tentait systématiquement d'exercer une emprise sur les autres, qu'il dévalorisait. S'agit-il chez l'enfant simplement d'un mode relationnel au service de la revalorisation de soi ? On peut parler de la structure imaginaire du moi. Cela suffit-il pour parler d'une structure de la personnalité ? Dans le champ de la clinique infantile, je rencontre rarement des pervers. Quoiqu'en y réfléchissant bien, je trouverai dans les situations de maltraitance d'enfants des cas d'adultes pervers, ou présentant des traits pervers. Et je ne pense pas qu'aux pères en disant cela. Certaines mères sont perverses dans la relation qu'elles imposent à leur enfant. Freud a présenté l'enfant comme petit pervers polymorphe. Cela dit, les pratiques ritualisées des perversions sexuelles à l'âge adulte sont fort différentes de l'activité pulsionnelle infantile. Et je ne pense pas que l'on puisse avant l'adolescence parler de structures perverses constituées, même s'il existe des enfants pervertis. On est amené à se demander si la structure est donnée ou construite. La donne initiale serait ici une relation perverse imposée à l'enfant. Comment l'enfant peut-il s'extraire de cette situation, dont il est d'abord victime ? Comment peut-il éviter, ainsi perverti, de devenir lui-même pervers ? Comment peut-il instaurer d'autres modes de relation ? Quelle influence cette expérience perverse exerce-t-elle sur la structuration de la personnalité de l'enfant ? Tout se joue-t-il sur le plan de l'imaginaire et de la structure du moi ? 5. Le caractère comme structure et la pathologie dite du caractère. Dans le champ de réflexion ciblé par la présente étude, il faudrait traiter du caractère. Je ne pourrais malheureusement pas le faire. Le caractère a été considéré par certains auteurs comme étant la structure psychique d'un individu.
L'étude du caractère a beaucoup intéressé les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues autrefois. Ils s'en seraient désintéressés au profit de la notion d'état limite. Dans le champ de la clinique infanto-juvénile, on s'intéressait notamment aux réactions caractérielles de certains inadaptés et à la structuration de leur moi. La structure du caractère a été considérée du point de vue relationnel et du point de vue de la structure du moi. Pour Bergeret, le caractère est un mode d'être au monde. C'est l'émanation de la structure profonde dans la vie relationnelle. Henri Wallon, dans son livre sur la formation du caractère chez l'enfant, parle de la formation de la personne. En d'autres termes, il est question de la formation du moi. On y voit l'affirmation de la volonté, la prise de conscience de soi, la reconnaissance et l'appropriation de l'image de soi. Les psychanalystes ont mis l'accent sur la constitution des mécanismes de défense du moi. La formation du caractère concerne également le corps, le moi-peau comme dirait Didier Anzieux. Wilhelm Reich a parlé à ce propos de la constitution d'une cuirasse musculaire. Nous trouvons sur le site de l'Encyclopædia Universalis ces informations. Dans l'analyse caractérielle, Reich apporte une contribution psychanalytique essentielle à la notion de caractère. À ses yeux, le caractère est en premier lieu un mécanisme de protection narcissique. Défini comme un appareil défensif à la fois psychique et physique comportant plusieurs strates, la notion de caractère débouche chez Reich sur une conception originale de la psychosomatique. En fonction de son importance et de sa structure, blocage, rigidité, cuirasse, etc., le caractère permet de se défendre contre les excitations internes ou externes. Constituée en cuirasse, elle-même composée de l'ensemble des attitudes caractérielles développées dès l'enfance afin de lutter contre les excitations émotionnelles, le caractère a une fonction autorépressive. Reich postule également l'existence de ce qu'il nomme la cuirasse musculaire, expression corporelle de la cuirasse caractérielle qui correspond à un ensemble d'attitudes musculaires défensives développées pour lutter contre l'apparition d'émotions et de sensations végétatives. 6. L'autisme infantile et les troubles du spectre autistique. L'autisme est-il une structure ou un état? Selon Jean-Claude Malleval, il s'agirait d'une structure. Pierre Delion et Geneviève Hague, du courant kleinien, ne me semblent pas partager cet avis. Ils évoquent une sortie possible de l'autisme, sur le mode de la psychose symbiotique. J'ai connu des enfants autistes, autisme de Kanner, qui présentaient également une déficience mentale. Ils n'ont jamais développé leur capacité d'expression verbale, et l'interaction avec eux restait rare et compliquée. À l'adolescence, ces jeunes ne ressemblaient pas à des psychotiques. Dans leur cas, je pourrais croire qu'il existe une structure autistique. J'ai suivi de l'enfance à l'adolescence un sujet intelligent présentant un autisme de type Asperger. Enfant, il comptait les choses au lieu d'entrer en relation avec autrui. Il aimait les chiffres et a développé une passion pour les mathématiques. L'adolescence s'annonçant, il a, le temps d'un été, changé du tout au tout. Il s'est ouvert au dialogue avec autrui, et il a développé l'intelligence littéraire dont il semblait jusqu'alors complètement dépourvu. Il me regardait, il conversait, il avait de l'humour, il pouvait jouer avec les mots et utiliser des métaphores. Dans son cas, je parlerais d'un état autistique plutôt que d'une structure. Un changement d'état a en effet été possible. Je n'étudierai pas plus cette question d'une structure ou d'un état autistique. Il faudrait consacrer un autre livre à ce sujet. Nous ne pourrons pas suivre toutes ces pistes de réflexion dans cet écrit. Lorsqu'on s'interrogera sur la structure, nous nous poserons donc généralement cette simple question: névrose ou bien psychose? 2. Structure de la maladie et structure de la personnalité. La psychose ordinaire comme mode de fonctionnement subjectif. Le terme de psychose n'a plus la même signification en psychiatrie et en psychanalyse. Il nous faut désormais distinguer la psychose au sens psychiatrique du terme, de la psychose au sens d'une structure de personnalité spécifique, écrivait J.P. Jacques. Nous tiendrons également compte de ce que Jacques-Alain Miller a appelé la psychose ordinaire. Cette expression permet de parler de deux types de personnes. D'une part, des sujets présentant une structure de personnalité psychotique, mais chez lesquels la psychose en tant que maladie n'est pas présente, et d'autre part, des sujets qui se sont rétablis après avoir souffert d'une maladie psychotique aiguë. On parle dans ce dernier cas de psychose compensée.
Malval écrit que la psychose ordinaire n'est pas à entendre comme la désignation d'une pathologie, mais comme l'un des modes de fonctionnement subjectifs. C'est une des manières de faire avec la condition humaine, la condition du par-l'être, écrit Malval. Et cette manière n'est ni meilleure ni pire que celle du névrosé, du pervers, voire de l'autiste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.